Maintenant, j'aimerais passer avec vous à la partie de Hashkafa, une partie très importante. La semaine dernière, on a parlé de pourquoi se marier. Pourquoi ne pas décider de rester célibataire toute sa vie. C'est le cours de la semaine dernière. Le cours de Yahasra qu'on avait donné, le dernier cours qu'on avait fait avant celui de la semaine dernière, on avait parlé de pourquoi le shidour. Pourquoi c'est recommandé de se marier avec des shidourim et pas simplement de se connaître dans tout type d'endroit. On avait parlé de tout ça. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on rentre Bezrat Hashem ensemble dans le vif du sujet. Le vif du sujet, ça va être comment on est censé décider. C'est qui la bonne personne? Comment je fais pour savoir si c'est vraiment lui ou si c'est pas lui? Comment je fais pour savoir si tel problème qu'il a, c'est un vrai problème ou c'est juste moi qui dramatise un petit peu la situation? Et toutes les questions qui vont se poser, comment c'est censé se passer un shidour? Et il va y avoir beaucoup de questions qui vont se poser et c'est important de savoir comment ça marche, comment on est censé connaître son shidour, quelles sont les choses qui vont activer Bezrat Hashem, le fait de trouver son conjoint Bezrat Hashem, comment expliquer qu'il y a des gens qui ne sont pas mariés depuis des années et des années, qui attendent toujours. On va essayer Bezrat Hashem de parler de tout ça. Quand je dois donner un cours de 1 heure dans lequel je dois expliquer tout le sujet, la complexité du shidour et la façon de trouver son shidour. Alors je suis obligé de foncer, d'aller vraiment à l'essentiel. Là, comme Baruch Hashem, on a quelques séances pour faire ces cours, je préfère qu'on aille doucement, qu'on explique bien les choses. Et plus les choses seront claires, plus Bezrat Hashem, vous aurez une adracha, une façon de savoir techniquement comment aborder le shidour. Donc Bezrat Hashem, on va commencer aujourd'hui. Quel est mon tafkid, mon rôle en tant que shidour? Je suis une fille, comme vous le voyez. Je sors à un shidour. Qu'est-ce que je suis censé chercher, voir? Comment c'est censé marcher? Heureusement que vous étiez là au cours de la semaine dernière, dans lequel on a expliqué, on a même jeté une petite phrase à ce sujet. On a expliqué que la neshama, au début, c'était une neshama. Et cette neshama, il y a une moitié qui est mademoiselle untel, une autre moitié qui est monsieur untel. Chacun est dans une autre famille, c'est peut-être des cousins, peut-être pas, et peut-être que l'un c'est un sfarad, l'autre c'est un ashkenaz, l'un c'est un chinois, l'autre c'est un italien, on ne sait pas exactement comment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a 2 halakim de neshama. Et moi, ce qu'il va falloir que je fasse, Bezrat Hashem, c'est que je trouve la moitié de Neshama qui convient à la mienne. Parce que si je ne suis pas marié avec la moitié de Neshama qui me convient, comme on a expliqué la semaine dernière, je vais passer à côté de mon existence et à côté de ma vie. Donc c'est ça le but. Et attention, si on ne sait pas c'est quoi le but dans lequel on fait ce qu'on fait, on est à côté de la plaque. On n'a aucune chance de s'en sortir. Donc il faut toujours avoir en tête c'est quoi le but. Quand je sors en shidour, mon but c'est quoi? C'est de trouver la personne qu'Hachem a prévue. Quand est-ce qu'Hachem il avait prévu cette personne-là? 40 jours avant la conception du Vlad, comme Araël dit. C'est-à-dire qu'avant même que mes parents aient la relation qui va donner naissance à un bébé, Hachem il avait déjà décidé. Un tel doit se marier avec une telle. C'est comme ça que cette Neshama elle va être dispatchée en 2 et ils vont devoir un jour se retrouver. D'emblée, donc, on peut comprendre quelque chose. Et cette Nekuda, ce point-là, j'aimerais vraiment que vous le compreniez. Parce que c'est ça qui va nous accompagner dans tous nos cours après sur les shidourim. En tant que shidour, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois être dans le mode négociateur? Je vais essayer de négocier le plus possible pour avoir la plus bombe atomique. Est-ce que je dois être dans le mode qu'est-ce qui me revient? Ou est-ce que je dois être dans le mode chercheur? Je cherche à savoir c'est qui l'heureuse élue ou l'heureux élu qu'Hachem a prévu pour moi. Si on considère qu'il y a une personne qui est déjà déterminée, c'est pas moi maintenant qui vais déterminer, c'est qui? C'est déjà déterminé, ça fait déjà des années que c'est déterminé, j'étais encore bébé, j'étais en train de pleurer, ma mère elle me changeait la couche, c'est déjà décidé c'était qui ma femme. Si je considère que c'est ça, alors ça va être quoi mon rôle à moi? Ça va être un rôle de quoi? De chercheur. Une fois il y a 3 personnes très âgées qui se rencontrent, 3 hommes, ça faisait des années qu'ils ne s'étaient pas vus. Ils s'asseyent comme ça sur la terrasse d'un café et commencent à discuter. Alors, comment ça va? Qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous êtes à la retraite? Qu'est-ce que vous faites? Un premier dit, moi, depuis que je suis à la retraite, je me suis mis à la photo. J'aime bien comme ça prendre des paysages, des photos, des portraits. Je me suis mis à la photo. Il dit, ça, c'est bien. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Il dit, moi, presque, je me suis mis à la peinture. Je fais tout type d'œuvres d'art et tout type de paysages, tout type de choses. Le troisième, il dit, moi, je suis chercheur.
toi, tu es un chercheur. Ça, qu'est-ce que tu cherches? Il dit, moi, c'est très simple. Tous les jours, je cherche mes clés, mes lunettes et mon dentier. Chercheur. Nous, on doit être des chercheurs. Ça veut dire, j'ai une personne qui me convient, il faut que je cherche jusqu'à ce que j'arrive à la trouver. C'est tout ce qu'on me demande. On ne me demande rien de plus. On ne me demande pas de négocier. On ne me demande pas de faire le compliqué. On me demande une chose, c'est de pouvoir savoir que cette personne, c'est la bonne. Effectivement, vous allez me dire, et d'où on sait? Mais c'est ça la question. La question que je dois me poser, c'est pas est-ce que je peux réussir à être un peu plus sadique, comme ça peut-être que je pourrais avoir une fille encore meilleure. Il y en a une qui est là pour toi. Ma question à moi, c'est comment je fais pour accéder à elle, pour savoir que c'est elle. Comment je vais faire pour que le chatran, il me présente bidiouk la bonne personne et que cette personne, elle soit bidiouk compatible. Ça, c'est hyper important dans l'état d'esprit. Si vous comprenez ça, vous allez voir, des tonnes de choses vont être beaucoup plus claires dans vos shidduchim et dans votre façon de décider et dans votre façon de réfléchir et dans votre épanouissement dans votre vie et dans plein de choses. Ça doit être l'état d'esprit. Ça veut dire que si une fille, elle me dit, moi, vu que je suis super belle, en plus je suis super intelligente, en plus je suis super riche, en plus j'ai de super bonnes midotes, en plus je suis hyper modeste, au moins le fils du Raphaël Kanievski. Alors d'abord, mauvaise nouvelle, le fils du Raphaël Kanievski est déjà marié. Deuxièmement, il est marié à une fille qui est moins belle que toi, qui est moins riche que toi, qui est moins intelligente que toi, qui est plus modeste que toi. Donc, est-ce que c'est ça la bonne façon? Allez, je vais essayer d'avoir un peu plus. Il y a des filles qui disent, elles vont en chidour, alors on leur dit, elles demandent conseil, on leur dit, il est bien? Oui, très bien. Qu'est-ce que tu as à lui reprocher? Ah, rien. Alors, peut-être qu'on peut trouver mieux. C'est quoi tu peux trouver mieux? Je me dis qu'il est bien, vous discutez bien, tout est sympa. Est-ce qu'on peut trouver mieux? Mieux quoi? Tu veux plus beau? Tu veux plus quoi? Plus riche? Tu trouveras toujours plus beau, tu trouveras toujours plus riche, tu trouveras toujours plus sympathique. La question que je dois me poser à moi, c'est pas combien j'ai, ça se monnaie pas, j'allais dire. Aujourd'hui, les gens ils pensent qu'on peut monnayer ça. Je suis le fils de tel Adbord, donc déjà au moins, je dois avoir une fille qui propose 300 millions. Je suis quelqu'un, une fille très belle, donc au moins je dois avoir quelqu'un qui. C'est pas comme ça. Tu peux être belle, moche, riche, pauvre. Hachem, il a décidé qu'il fallait. Moi, ce que je fais, c'est je cherche. Je pars à l'aventure avec ma boussole, avec ma Torah, avec ma tfila, avec ma gourde d'eau, avec ma bonne humeur, et je vais chercher. C'est qui la personne qui me convient. Ça, c'est le premier point qu'il faut qu'on sache. Si on comprend ça, je vous répète encore une fois, c'est la troisième fois que je vous le dis, je crois, eh bien, beaucoup de choses vont être résolues. On raconte qu'une fois, il y a une jeune fille qui va en Chidour, elle va voir Chatranit. Elle dit voilà, j'ai déjà un certain âge, et puis j'ai envie de me marier, et puis je trouve pas, parce que moi je veux un très 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 grand Talmid Chacham, et j'ai encore jamais trouvé un Talmid Chacham assez grand pour pouvoir me marier avec lui, et machin. S'il vous plaît, trouvez-moi quelqu'un. Alors la Chatranit lui dit ah ben j'ai bidiou quelqu'un pour toi. Quelqu'un, c'est un Sefer Torah, mais un vrai de vrai Sefer Torah. Il est venu justement il y a 2 jours dans mon bureau, un vrai Sefer Torah, il connaît tout le chasse, il connaît tout. Elle dit, ah ben c'est génial, ben c'est ce qu'il me fallait, voilà. 40 jours avant ma naissance déjà, c'était lui qui était destiné. Venez, on fait la rencontre. Alors, il fixe un rendez-vous dans le lobby d'un hôtel. Elle dit, si je ne le reconnais pas, il dit, ah, lui, tu ne peux pas le rater. Tu peux pas le rater. T'inquiète pas, tu ne peux pas le rater. Elle attend, elle arrive à l'heure. D'un coup, il y a quelqu'un avec des grandes bidotes qui arrive. Il ouvre la porte. On entend qu'il avance. Il fait... Bon. Et puis... il s'avère que c'est lui. Alors ils discutent, elle pensait pas que c'était... Elle sait pas ce qui se passe, elle discute avec lui et tout. Après la rencontre, elle parle à la Chatranit. La Chatranit, elle dit, alors il vous a plu? Il dit, ouais, mais vous vous êtes moqué de moi. Vous m'avez dit que c'était un Sefer Torah. Vous m'avez pas dit que c'était un Sefer Torah et l'Arche Sainte ensemble. Et l'Arche Sainte. Ah, oui. Alors, si c'est lui qui te convient, c'est lui qui te convient. Tu aurais pu vouloir un anorexique et on t'a présenté quelqu'un qui est 10 fois un anorexique, c'est comme ça. Maintenant, on va essayer, Bezrat Hashem, d'avancer un petit peu dans notre réflexion. Akadosh Baruch Hu, il se trouve avec nous.
et il va nous aider à trouver la bonne personne. La Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? La Gemara, elle dit qu'on a plusieurs preuves que Me'Hachem Isha Leish. Ça veut dire quoi? Que le mariage, c'est Min Hashamayim. Me'Hachem, c'est Hachem qui décide que la femme, elle va rencontrer tel homme et qu'ils vont pouvoir se marier. Comme ça, la Gemara, elle dit Me'Hachem Isha Leish. On amène des preuves avec Lavan, avec plein de preuves que Me'Hachem Yatsa Davar. Que quand il y a un shidour qui se passe, ça a été voulu par Akadosh Baruch Hu. Moi, j'ai envie de dire à cette Gemara, Toda Rabba. Merci beaucoup. Non, sans toi, j'aurais pensé peut-être que c'est pas Hachem qui fait les shidourim. Peut-être c'est Yeshua. C'est qui? Qui est-ce qu'on a qui nous fait tout? Toute notre vie, de qui elle dépend? Elle dépend d'Akadosh Baruch Hu. Oui ou non? Donc c'est qui? Ben bien sûr que c'est Hachem. N'est-ce pas? Alors, il faut comprendre ce qui se passe ici. Comment ça se fait et pourquoi on nous dit que c'est Hachem et c'est quoi le chidouche quand on nous dit que c'est Hachem. Vient le Chazon Ish et il dit Akadosh Baruch Hu, il a créé son monde en se cachant un petit peu. C'est-à-dire que quand on voit la nature, eh ben, on peut quelquefois se demander il est où Akadosh Baruch Hu? On peut quelquefois se dire ben, c'est pas Hachem, c'est la nature. Hachem, il se dissimule, il se cache. Et nous, les êtres humains, eh ben, c'est justement notre grandeur, c'est d'être capable de réussir à dévoiler Akadosh Baruch Hu. Comment on appelle ça, Esther? Megillat Esther. On est mégalé le Esther, très bien, le Esther Panim. On est mégalé le Esther. On dévoile ce qui est caché. Dans toute la Megillah, il n'y a pas écrit une seule fois le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et pourtant, c'était bien lui le clou du spectacle. Donc, le but du juif, c'est de dévoiler Akadosh Baruch Hu. Mais, vous voyez bien, combien de gens à Pikorsim on a autour de nous? Combien? Il y en a des tonnes. Eh bien, eux, ils s'arrangent pour réussir à vivre leur vie en pensant qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas là. Ils se trompent. Ils ont tort. Plein de fois, ils sont confrontés eux-mêmes à des contradictions. Mais c'est comme ça. Dit le Chazon Ish, il y a un point dans lequel Akadosh Baruch Hu, son comportement avec nous, c'est vraiment un comportement de miracle. C'est un point dans lequel on le voit, Hachem. Tu peux essayer de dire ce que tu veux, de te cacher derrière ton doigt, ce que tu veux. On le voit, Akadosh Baruch Hu. C'est dans le Inyan des Shidduchim. Quand on voit dans les Shidduchim comment tout est Min Hashamayim, mais dans tellement de cas, au moment où un tel a pensé à un tel, d'un coup lui était là, et l'autre était là, et puis les avions ils ont commencé à reprendre au moment où le corona, et puis c'est à ce moment-là qu'ils se sont vus, il y a eu du retard, tellement de choses qu'on comprend et on voit combien la main d'Akadosh Baruch Hu est présente dans les Shidduchim. Ce que j'aimerais, Be'ezrat Hashem, et attendez, et Chachamim ils disent que chaque comment ça s'appelle, chaque Shidduch qui aboutit, qui réussit, c'est quoi? C'est un miracle. Et Chachamim disait pourquoi il faut un miracle à chaque fois? Parce que c'est tellement kadosh un mariage, c'est tellement bien, tellement positif, il y a tellement de bonnes choses qui découlent d'un mariage que le Yetzer Hara, il sème la zizanie. Il dit non, surtout pas, il faut pas. Il y a tellement de force du Yetzer Hara, et ça on le voit très souvent ça. Très souvent on voit comment 3 jours avant le mariage, la fille, je sais pas si c'est lui, c'est peut-être pas lui, machin. Le Yetzer Hara est très fort. Eh bien, quand le Shidour, finalement, il aboutit, qu'on se trouve sous la choupa, que finalement, on est convaincu que c'est bien la bonne personne, et que ça aboutit, que ça marche, que ça va, pas en plein milieu de la cérémonie, elle s'enfuit, la fille, dans dessous de la choupa, c'est que, Baruch Hashem, il y a eu un miracle. Très bien. J'aimerais vous raconter quelques petites histoires qui illustrent bien nos propos et qui vont nous permettre de mieux intégrer les propos. Le Gaon de Vilna, un jour, il était en déplacement. Dans ces déplacements difficiles dans lesquels il devait aller d'un endroit à un autre. Un jour, il a été accueilli dans une famille. Il est rentré, il a été accueilli donc par ce monsieur-là, et il a vu que ce monsieur, c'était un monsieur qui était très gentil avec sa femme. Ça veut dire, même le Gaon de Vilna, il était étonné. Hyper gentil avec sa femme. Il honorait sa femme de la façon la meilleure possible. Pas comme beaucoup de gens aujourd'hui. J'ai entendu récemment qu'il y a un monsieur, pendant les fiançailles, il allait souvent chez le fleuriste. Il y a des fleurs à la fiancée, des fleurs. Et puis un jour, il va voir le fleuriste. Il dit, monsieur, j'achète aujourd'hui un beau bouquet, mais c'est la dernière fois que j'achète chez vous. Il dit, pourquoi? Mes fleurs, elles sont pas belles? Il dit, si, elles sont très belles, je me marie demain. Ça, c'est les maris qui ne sont pas très attentionnés. Lui, c'était tout le contraire.
C'est le mari attentionné, il lui faisait plaisir, et puis il tenait compte de ses sentiments, et puis il faisait tout ce qu'il pouvait. Ça, c'était ce mari-là. À la fin, le jour où le Gaon de Vilna a dû quitter l'endroit, le monsieur il s'adressait au Gaon, il lui a dit, Kvod Harav, est-ce que vous avez vu comment je me suis comporté avec ma femme? Il dit, ah ouais, ça j'ai vu, hein, comment tu la respectes, tu l'honores, tu lui parles gentiment. Il dit, vous voulez que je t'explique pourquoi? Il dit, ah vas-y. Bon, d'abord, pourquoi? Parce que c'est ta femme, non? Ta femme, tu dois l'honorer. Il dit, je vais vous expliquer pourquoi. Et là, il raconte son histoire. Il dit, quand j'avais 13 ans et que j'étais à la yeshiva, j'étais le meilleur de la yeshiva. Le meilleur. J'étais un véritable génie. Un Gaon. Comme ça, l'homme, il raconte au Gaon de Vilna. Il dit, j'étais un véritable génie. Maintenant, un génie, avec qui il va se marier? Avec une génisse. Non, je plaisante. Avec qui il se marie? Eh bien, avec une fille qui est prête à avoir un génie et qui est une bonne fille, quoi. Le grand riche de la ville, il a dit là, on voit qu'il y a un génie, on va le marier avec notre fille. Il a été voir les parents, ils ont dit, on sait que ton fils il est encore petit, il a 13 ans, le petit môme là, mais voilà, on sait que c'est un génie, on sait qu'il va devenir un Gaon Bé-Israël. Voilà, on veut, Bezrat Hashem, déjà maintenant, on s'engage que dans 7 ans, quand le petit gamin il aura 20 ans, on le marie avec notre fille. Les parents ils disent d'accord, visiblement ils ont aussi demandé au petit gamin ce qu'il en pensait, visiblement, il a dû accepter. Et il s'est engagé, le monsieur très très riche, il dit le jour du mariage, je donnerai tant et tant de millions au couple. Il dit, et en plus, pendant toute cette période-là maintenant, depuis l'âge de 13 ans jusqu'à l'âge de 20 ans, je paye un enseignant privé qui va pouvoir étudier avec lui pour qu'il devienne encore plus Talmid Chacham, encore plus. Et c'était des grandes sommes à payer. Il dit, j'accepte de payer. Très bien. Pendant 7 ans, le jeune, il étudie, et il grandit, 14 ans, 15 ans, 16 ans, et il étudie. Grâce à qui il étudie? Grâce au futur beau-père Laziz. Il étudie, et il étudie, et il étudie. Un peu avant l'âge du mariage, qu'est-ce qui se passe malheureusement? Le beau-père, il fait faillite. Faillite complète, il n'a plus un sou. Tous les millions qu'il s'est engagé à donner le jour du mariage, il n'y a plus. C'est pas qu'il est malhonnête, c'est qu'il n'y a plus. Il n'y a plus d'argent. Le père de l'enfant, du génie, il dit, ah, génie, je suis plus d'accord. Pas de mariage. Pas d'argent, pas de mariage. Alors, le fils lui-même, il dit, mais papa, s'il te plaît, écoute, à Karatatov, au moins à Karatatov, ça fait 7 ans que j'étudie sur son compte. Alors maintenant, il n'a pas d'argent pour le... Ok, c'est pas grave, papa. Le père, il n'a pas voulu. Le père, il a annulé le shidour. Il a dit, c'est comme ça, il n'y a pas de shidour. Tov, le jeune homme, il va chercher un autre shidour. Et rapidement, on lui propose une autre fille de riche. C'est l'apanage des génies. Une autre fille de riche. Et il va se marier avec elle. Au bout de quelques mois, le pauvre monsieur, après s'être marié donc avec celle-là, il a une grande malformation qui apparaît dans son corps. Ils vont vérifier, est-ce que c'est quelque chose qui va passer, qui va rester? Ils ne savent pas, les médecins ils vérifient. Il s'avère que c'est quelque chose qui restera toute la vie. Le père riche de la Kala, d'accord, donc de la femme, il dit, écoute, c'est un génie, pas génie, j'en sais rien. En tout cas, une telle malformation, tu ne peux pas continuer ma fille avec lui, c'est pas possible. Et nous, on ne se marie pas avec n'importe qui. Tu ne peux pas continuer ma fille. Allez, divorce. Et voilà comment la fille, elle a divorcé. Lui, non seulement il avait refusé son shidour, en plus, juste après, il a divorcé. Et en plus, il paraît que le jour du divorce, il y a eu 2 drames qui se sont produits. Il paraît que lui, il est devenu aveugle et qu'elle, elle est devenue sourde. Lui, il s'appelait Louis, elle s'appelait Claire. Depuis le jour où ils se sont séparés, Louis ne voyait plus Claire et Claire a perdu Louis. Ça vous fait pas rire? C'est pas grave, vous n'avez pas compris. D'accord? Vous avez compris le jeu de mots. Maintenant, c'est comme ça s'est passé. Après, qu'est-ce qui se passe? Donc lui, il était misken. Il n'avait même pas où habiter, il avait honte d'être partout. Il a été à un endroit, dans une espèce d'auberge, qui a été accueilli.
Et puis il s'est mis à pleurer, à gémir, à Kadosh Baruch Hu, aide-moi Hachem s'il te plaît, qu'est-ce que j'ai fait de si mal, s'il te plaît Hachem, aide-moi, 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 aide-moi. Il va pleurer, pleurer, pleurer. À un moment donné, il y a un homme qui s'adresse à lui, qui lui dit, monsieur, pourquoi vous pleurez, qu'est-ce qui vous arrive? Il dit, regardez, j'ai une malformation, à cause de ça, maintenant on m'a obligé à divorcer, et puis en plus, voilà. Le monsieur, il dit, mais j'ai une super fille à te proposer. Et j'ai une fille, elle aussi, a cette malformation. Donc, elle ne pourra pas refuser. Elle aussi, elle a du mal à faire le shidduchim parce que, justement, elle a une malformation. Moi, je te propose, on propose le shidduch, et puis voilà. Il dit, ok. Ils font le shidduch, ils ne parlent pas trop de ce problème-là, ils préfèrent ne pas trop parler. Ils se marient. Et dans le Cheder Ichud, ou un peu après la choupa, je ne sais pas exactement, la fille, elle dit au khatan, elle dit, tu sais, comment il s'appelle, Louis? Elle dit, tu sais, Louis, je vais te dire la vérité. Moi, je ne suis pas né avec cette malformation. Pas du tout. Elle dit, moi, Baruch Hashem, j'étais une belle fille, j'avais aucun problème, tout allait bien. Elle dit, et voilà qu'un jour, on m'a proposé un shidduch, et mon père était très riche à ce moment-là, et on était sur le point de se marier. Mon père, en plus, il a aidé le jeune homme, il a aidé pendant 7 ans, il a aidé. Au moment du mariage, mon père, il a eu une faillite, il a fait faillite. Et donc, du coup, il ne pouvait plus aider. Et la famille du garçon, ils ont refusé le mariage. Il dit, j'ai eu tellement de mal, j'ai tellement pris ça à cœur que je pense que ma malformation, elle est venue de ça. J'ai eu tellement mal. Or, le garçon, il dit, ah, j'ai compris maintenant. Ce garçon, c'était moi. Ils avaient un peu changé depuis. C'était moi. Vient le garçon, donc qui est maintenant le mari de cette femme-là, il dit au Gaon de Vilna, regarde un petit peu ce qui s'est passé. Elle a eu un défaut, une malformation à cause de qui? À cause de moi. Si moi, je n'avais pas refusé le shidduch, si j'étais marié avec elle, bien qu'elle était devenue pauvre, elle n'aurait pas eu cette malformation. Elle n'aurait pas eu besoin d'avoir cette malformation. Et moi non plus, d'ailleurs, je n'aurais pas eu besoin de l'avoir, cette malformation. À cause de moi, elle a dû souffrir tellement. Et moi, maintenant, je vais me comporter avec elle méchamment. Donc maintenant, je la chéris et je lui donne tout ce que je peux et je suis le plus gentil possible avec elle. Le Gaon de Vilna, quand il est sorti de cette maison, il a dit, si tout mon voyage, il n'était que pour entendre cette histoire-là, ça valait le coup. Et il dit, le Gaon de Vilna, regardez la Hashgacha d'Akadosh Baruch Hu, regardez. Hachem, il avait prévu, c'est comme ça, Chatsi Neshama, Chatsi Neshama. Quand tu as une moitié de Neshama, tu as une autre moitié, tu n'en as pas deux autres. Tu as une autre moitié, une moitié et une moitié. Il faut trouver la bonne moitié. Maintenant, ce garçon-là, c'était cette fille qu'il lui fallait et personne d'autre. Il a voulu réfléchir, il a voulu s'arranger, avoir une fille un peu mieux, une fille qui soit, elle, riche et non pas pauvre. Il a voulu. Hachem, il a réussi à remettre les choses au clair. Elle s'appelait Claire, c'est ça? Il a réussi à remettre les choses. Comment il a fait? Eh bien voilà, il a donné un défaut à elle, un défaut à lui. Finalement, les deux, ils ont des défauts, ils acceptent de se marier. Et voilà. Ça, c'est ce qui nous montre la Hashgacha pratique d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'à nouveau, toi tu dis, ouais, mais puisque je suis le Gaon, je peux avoir une riche, je peux avoir... Non, finalement, il s'est marié avec une fille qui avait un défaut, qui n'était pas riche. Ne crois pas que parce que tu as telle et telle chose, tu peux te permettre de. Tout ça, c'est pas juif de penser comme ça. C'est très goy. Le juif, il pense, c'est qui la fille, c'est qui le garçon qui me convient. Et le garçon qui me convient, je vais avec lui. Ça, c'est ce que Chachamim nous enseigne. Il y a une autre histoire, vous l'avez sûrement entendu, peut-être, en tous les cas. Il y avait un rave qui s'appelait le Rashash. C'était un très, très grand rave dans toutes les Gemarot du monde. Vous allez regarder à la fin de la Gemara, il y a un endroit qui s'appelle Chidouché à Rashash. Toutes les Gemarot du monde, il y a ces enseignements à ce rave-là. C'était un très, très, très grand rave. L'histoire raconte qu'un jour, il était en train d'étudier la Torah. Et ce rave-là, excusez-moi, il avait un gemar. Un gemar de prêt d'argent. Il prêtait de l'argent aux gens qui avaient besoin. Un jour, il y a un homme qui est venu et qui a emprunté une grosse somme d'argent, je ne sais pas combien, 10 000 euros. Et le rav, il lui a prêté. Le jour où cet homme-là, il vient pour rembourser la somme, ça faisait plusieurs années qu'il devait rembourser. Le jour où il vient pour rembourser, le rav était en train d'étudier. Il avait sa table, sa gemara, il était en train d'étudier. Le monsieur, il vient, il dit, écoutez, Kvod Harav, je vous dois 10 000 euros, je suis venu pour vous les rembourser. Le Rav, il dit, ah, Habibi, excuse-moi, je suis en train d'étudier, j'ai pas tous les papiers avec moi, le contrat, j'ai pas, tout ça c'est à la maison. Ça, gentil, viens dans 2 heures à la maison, comme ça, je te rends le contrat, on le déchire, et puis comme ça, tout est clair. Il dit, non, s'il vous plaît, Rav, je suis très pressé, je peux pas, mais je vous fais confiance, vous êtes un grand Rav, vous n'allez pas garder quand même le contrat.
J'imagine bien que vous allez rentrer à la maison et vous allez le déchirer. Le Rav dit, bon écoute, si vraiment ça te fait plaisir, alors ok, il n'y a pas de problème. Et le Rav est replongé dans son étude. L'argent, il le met entre deux pages de Gemara. Et il continue à étudier. Au passage, ça arrive souvent, quand on voit des sfarim de grands rabbanim, que dans les pages de Gemara, parfois il y a des dollars, il y a des euros, il y a des trucs sympas comme ça qui se cachent. Et il était dans son étude. Un jour, il y a un homme qui arrive vendredi à la synagogue, juste avant Shabbat. Il avait $100 dans sa poche. Il s'est dit, bon, c'est Shabbat, ça va être mouxé, qu'est-ce que je fais avec? Il se dit, où je vais le mettre? Il n'y a aucun endroit où je peux vraiment cacher. Si d'horrible, tout le monde va les prendre. Il dit, j'ai une super idée. Il va prendre un chumash, il ouvre dans la Aseret Dibrot, là il y a écrit, tu ne voleras pas. Il pose là-bas, c'est $100. Il dit comme ça, s'il y en a un qui ouvre, il va voir, tu ne voleras pas, c'est la meilleure dissuasion possible. Bref, il est content, il passe un bon Shabbat. Dimanche, il arrive à la synagogue, il ouvre à la page de « Tu ne voleras pas », il voit rien. Il dit « C'est pas vrai, ils me l'ont volé ». Il continue à feuilleter. Il ouvre une page, il voit $50. C'était la page où il y avait écrit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Donc le Rav, il avait de l'argent dans sa Gemara, il a complètement oublié. Un jour, le Rav, il vérifie, il dit « Mais ce monsieur-là, ce Gugus, il ne m'a pas payé. Il ne m'a pas payé ces 10 000 €. » Il va le voir. Il dit, écoute monsieur, tu me dois 10 000 €, tu ne les as toujours pas remboursés. L'autre dit, mais Kvodara, vous plaisantez. Je vous devais 10 000 €, je les ai remboursés. Il dit, ben non, regarde, moi je vois, j'ai le contrat. Si j'ai le contrat, c'est que tu n'as pas payé. Si tu avais payé, je t'aurais bien rendu le contrat. Je dis, mais si, Rav, vous êtes en train d'étudier. Le Rav dit, écoute, je veux bien te croire, mais c'est pas mon argent à moi, c'est pas mon propre argent. C'est un argent qui appartient à des gens. Je peux même pas être l'ifni meshuratadin avec toi, je peux pas. J'ai un shtar, t'as pas payé, voilà. Cet homme-là, il ne savait pas quoi faire. Il dit, mais non, Rav, vraiment, je vous dis, j'ai payé, je vous assure, je vous promets, je vous jure. Rav, il dit, non, écoute, s'il te plaît, tu me rembourses. En plus, c'est la halakha, moi j'ai un shtar, tu dois me rembourser. Et rapidement, il y a l'écho qui a commencé à sortir dans toute la ville. Comme quoi cet homme-là, il a osé ne pas rembourser au Rav. Et voilà l'archouma qu'il y a eu. Bien sûr, les gens, ils ont donné raison au Rav, pas à ce Gugus. Et ce monsieur-là, il ne pouvait plus sortir dans la rue. Partout, quand on le voyait, on le montrait du doigt, on disait « Ah, c'est lui, Khatsouf, là, qui n'a pas envie de rembourser au Rav ses dettes, ce rachat qui n'a pas envie de payer. » Et le fils de cet homme-là, lui aussi, il a eu l'archouma. Eh bien, il a dû quitter la ville. Ça, c'était à l'époque où ce n'était pas encore la mode de se suicider quand on a l'archouma. Aujourd'hui, il y a une nouvelle mode, c'est de se suicider quand on a l'archouma. À l'époque, la mode, c'était de quitter la ville. Il a quitté la ville. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien voilà, il a essayé là-bas de vivre sa vie, il avait très très honte, c'est tous les gens qui me connaissent, il y a du Shemra maintenant sur nous. Et un beau jour, le Rav, il réétudie la Masechet qu'il étudiait, il ouvre les pages de la Gemara, et d'un coup il voit exactement la somme, $10 000, d'un coup Minashamayim, il se rappelle de toute l'histoire. Il dit, ouais, comment on va réparer un truc pareil? Comment on va réparer? T'imagines un peu l'histoire? Le Rav, il s'empresse d'aller chez cet homme-là, il lui dit, j'ai fauté, je te demande pardon, Béhémet, excuse-moi, j'ai complètement oublié, maintenant je viens de me rappeler que ce jour-là, tu m'as dit que tu me faisais confiance, que je déchirerais, j'étais sûr que j'allais déchirer, j'ai pas déchiré et tout, je t'en supplie, excuse-moi. Cet homme-là, il dit, non, je peux pas vous excuser, parce que je veux bien vous excuser, mais tous les gens de la ville, eh ben, ils vont continuer à croire que je suis un voleur, puis ils ne voudront plus rien faire, ils ne voudront plus se marier avec moi, ils ne voudront plus marier leur fille avec mon fils. Regarde, l'Archouma, mon fils, il a été obligé d'abandonner la ville. Il dit, non, regarde, je vais dire à tout le monde que je te pardonne. Il dit, ouais, c'est ça, les gens ils vont croire que tu me pardonnes, parce que tu es un gentil monsieur, un gentil Rav, et que tu t'es apitoyé, et que tu étais d'accord de pardonner. Le Rav, il dit, écoute, j'ai une fille, elle est en âge de se marier, toi je te connais bien, je connais bien ta famille, ton fils, qui a été obligé de s'en aller dans une autre ville. On va organiser un shidour. Comme ça, tout le monde saura que si le Rachash il est prêt à marier sa fille à cet homme-là, c'est pas n'importe quoi. C'est pas simplement parce que c'est un gentil monsieur. Non. Ils ont fait le shidour et ça a marché. Et comme ça, la fille de ce Gugus, qui n'était pas un très grand Rav, qui n'était pas quelqu'un de très réputé, qui n'était pas un très grand riche, visiblement, s'il avait besoin d'emprunter de l'argent et qu'en plus, il ne pouvait pas rembourser une deuxième fois, c'était... Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont mariés ensemble. Ça veut dire que si Hachem a décidé que la fille du Rachash, elle se marierait avec ce monsieur-là, eh bien, c'est ce qui se passera. Regardez comment Hachem il peut organiser les choses d'une façon ou d'une autre pour que finalement la chose elle puisse se passer.
Donc, je répète, la personne avec laquelle Akadosh Baruch Hu a décidé que tu dois te marier, c'est cette personne-là qu'il faut trouver. Toi, tu es juste en train de tâtonner pour essayer de trouver c'est qui la bonne personne. Une fois que tu as trouvé, et Hachem il va être avec toi, tu vas pouvoir te marier avec cette personne-là. J'aimerais vous dire quelque chose, et Bezrat Hashem, ça sera notre dernière idée d'aujourd'hui. Il y a un midrash dans Bereshit Rabbah, Kafret Yudbet. Le midrash, il dit, on l'avait mentionné l'avant-dernier cours, en partie. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la deuxième partie. On dit qu'il y a une matronita, une femme importante, qui s'est adressée à Rabbi Yossi ben Khalafta. D'accord? C'était un très grand rave. Elle lui a dit, écoute, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde entier en combien de temps? En 6 jours. Qu'est-ce qu'il fait depuis? Ça fait des millénaires. Qu'est-ce qu'il fait? Vous vous rappelez de la réponse? C'était là-bas, la perpète, vous vous rappelez, au Beth Knesset à l'autre bout du monde. Qu'est-ce qu'il répond à... Hein? Vous avez dit quoi, Chérel? Ouais, très bien. Je me rappelle que vous étiez là à ce cours. Il a dit, mais avec Zivugim. Ça veut dire quoi, mais avec Zivugim? Moi aussi, vous étiez là, il c'est rare aussi, je me rappelle. Ça veut dire quoi, mais avec Zivugim? C'est-à-dire que Hachem, eh ben, il s'occupe de faire des shidduchim. Ok? Hachem, il fait des shidduchim. Comme ça, il a répondu à cette dame-là. Il y a un autre rave qui vient dans le Midrash, ça je ne vous l'avais pas dit autrefois, et qui dit, mais non, qu'est-ce qu'il a répondu le rave à la matronita? Il dit, Akadosh Baruch Hu Yoshev ve'oseh sulamot. Hachem, il place des échelles. C'est quoi des échelles? Ze mashpil ve'ze merim. Lui, il dit, toi tu dois monter, il lui met une échelle pour que l'homme puisse monter, qu'il puisse devenir riche, qu'il puisse réussir beaucoup plus en Torah, qu'il puisse faire carrière. Ve'ze merim, Hachem, il décide que lui, maintenant, il faut le baisser, il lui met une échelle pour qu'il tombe, pour qu'il descende. C'est quoi qu'il descende? Ben, il ne faut pas qu'il devienne pauvre, et ben voilà, Hachem, il lui a mis une échelle, il fait faillite. Donc, et c'est ça qui fait Akadosh Baruch Hu. Il met des échelles. Il met des échelles devant chacun. Soit une échelle pour monter, soit une échelle pour descendre. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu fait. A priori, quand on étudie ce midrash-là, on a l'impression qu'il y a une marloquette. D'après certains, Akadosh Baruch Hu c'est devenu un chatran. D'après l'autre, Akadosh Baruch Hu il joue au jeu de société. Les échelles et les serpents. Vous connaissez ce jeu de société? Ouais. Il n'y a rien d'autre à faire, Hachem, que ça. C'est ce qu'il y a écrit, non? Viennent Chachamim et ils disent, en fait, il n'y a pas de contradiction. Et là, écoutez bien le homek de ce qui se passe là. Il n'y a pas de contradiction. C'est vrai, il n'y a pas de contradiction. C'est-à-dire, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il est mes avec Zivugim. Mais parfois, pour être mes avec Zivugim, il a besoin de mettre des échelles. Quand quelqu'un il se sent trop important et grand pour pouvoir se marier avec une petite misérable, ben parfois Hachem il a besoin de mettre une échelle pour que la personne, elle baisse un peu, elle tombe un peu, et vice-versa. Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte que la personne, elle puisse trouver ce qu'il lui faut exactement. Il y a un rave qui s'appelle le Pnei Menachem. Il raconte ce rave-là qu'un jour, il y avait un juif de Varsovie qui allait chez son père, il côtoyait son père. Son père, c'était un très grand rave, il s'appelait le Imre Emet, son père. Très, très grand admor. Il y avait un monsieur, il venait souvent chez mon père. Et à chaque fois, il insistait, il demandait la bracha pour la richesse. Et mon père, à chaque fois, il refusait. Il disait, non, je ne veux pas te faire la bracha pour la richesse. Qu'est-ce que tu veux m'obliger? Non, je ne veux pas. Il lui faisait des brachot pour tout, pas pour la richesse. Et il insistait, s'il vous plaît, Godarav, la richesse, c'est un obsédé de la richesse, la richesse. Le Rav dit, mais non, je te dis, c'est pas bon pour toi, la richesse. Bon, le Rav, pour être tranquille, il dit, écoute, tu veux, ben je te fais, voilà. Il raconte que tu sois riche. Mais ce Rav-là, il avait visiblement beaucoup de force dans sa bracha, dans cette fille-là. Cet homme-là, rapidement, c'est devenu l'un des hommes les plus riches de Varsovie. Très bien. Cet homme-là, il avait une bonne vie, une belle villa, une piscine privée, tout ce qu'il fallait. Donc il était content de sa richesse. Un jour, que se passe-t-il? Son fils arrive à l'âge des shidduchim. Donc il est à l'âge des shidduchim, le père évidemment, il cherche des gens importants, et des filles importantes, et des familles de tout type de familles riches, et de familles, etc. Voilà que l'un des jours où il faisait un shidduch, il a eu un très grave accident de voiture, le fils. Très grave accident de voiture, il est devenu boiteux. Et pas boiteux, t'as l'impression que... Boiteux, il marchait comme un crabe. Boiteux. Alors il dit non, qu'est-ce qui se passe?
Maintenant, il se dit, bon, alors déjà, tous les gens super importants, je peux les enlever. Ils vont dire pourquoi notre fille, elle se marierait avec un boiteux. C'est vrai, si on propose quelqu'un, on vous dit depuis la première fois, sachez qu'il est boiteux. Vous allez quand même peut-être vous poser des questions. Est-ce que j'accepte, je refuse? Au moins, vous allez faire un petit coup de fil à quelqu'un. Non? Boiteux. Alors, le père, il dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et puis d'un coup, il entend que la fille du cordonnier, elle avait envie de se marier. Il dit, bon, la fille du cordonnier, elle va pas faire des histoires. Hein. Moi, je suis l'homme le plus riche de Varsovie. Bon, mon fils, il est boiteux peut-être, mais bon, elle, c'est une fille de cordonnier. En plus, peut-être qu'il pourra ranger les chaussures bien pour lui, qu'il puisse bien marcher. Bref, elle pourra pas refuser. Il propose le chidour. Le garçon, il n'a pas d'autre choix que d'accepter. Il sait que si elle n'accepte pas, que si lui, il n'accepte pas, il risque de trouver personne. Ouais, je parle de façon un peu crue, hein, mais c'est comme ça que ça marche souvent. Et voilà, qu'est-ce qu'il fait? Il accepte le chidour. Au bout de quelques mois, le père, qui est complètement dégoûté, vous imaginez, pour un père qui voulait avoir une super famille, de marier sa fille avec le fils du cordonnier, il va voir le Rav. C'est qui le Rav? Comment il s'appelle le Rav? Le Imre Emet. J'espère qu'il n'y a aucune cordonnière entre vous. Non. Il va voir le Imre Emet. Il dit au Imre Emet, Kvod Harav, expliquez-moi ce qui se passe, je ne comprends pas. Pourquoi Hachem m'a fait ça? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai fait de la tzaka avec tout le monde. J'étais gentil. J'étais généreux avec mon argent. Pourquoi Hachem m'a fait ça? Que ma fille, elle doive se marier avec mon fils, avec la fille du cordonnier. Le Rav, tu utilises la vérité, mais tu ne te fâches pas. Je te dis toute la vérité, que la vérité, rien que la vérité. T'es venu plusieurs fois. Tu m'as dit, s'il te plaît, Kvod Harav, est-ce que tu peux prier pour que je devienne riche? Et moi, plusieurs fois, tu t'en rappelles, j'imagine, t'as insisté. Moi, j'ai refusé, toi, t'as insisté. Moi, j'ai refusé, toi, t'as insisté. Moi, j'ai refusé, toi, t'as insisté. Au bout d'un moment, j'ai dit, bon, si tu veux, tu veux. Il dit, pourquoi moi, j'ai refusé? En quoi ça me dérange que tu sois riche? Que tu me donnes tes maasrot pour mes yeshivot, pour mes mosdot? Pourquoi ça me dérange? Pourquoi? Je dis, tu sais pourquoi ça m'a dérangé? Parce que j'ai eu à ce moment-là une espèce de zik, comme ça, de névoie, de prophétie. Je savais que ton fils, il devait se marier avec la fille du cordonnier. Simplement, je me suis dit, toi, te connaissant, si tu commences à t'enrichir, tu vas commencer à t'envoler, tu vas commencer... Te connaissant, je savais très bien que tu n'accepterais jamais un tel chidour. Si jamais tu es l'homme le plus riche du monde et que... Donc je voulais pas prier pour toi, je voulais pas prier pour toi, je voulais pas, je pouvais pas te dire pourquoi, je pouvais pas, mais je voulais pas. Mais toi, tu as insisté. Alors, qu'est-ce que tu crois? Que parce que tu es devenu riche, la fille du cordonnier, elle va perdre? Eh bien voilà, Hachem, il a fait que ton fils, il ait besoin d'avoir un accident pour que finalement, il puisse se retrouver. Ça, c'est un exemple de ce qui s'appelle mettre des échelles. Ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu, il met des échelles parce que parfois, il y a des gens qui disent, moi, à cet état-là, avec ce niveau-là, avec cette réussite, avec cette chose-là, eh ben, Bichal, j'accepterai pas le shidour. Alors Hachem est obligé de mettre des échelles. Et parfois, c'est dans le sens inverse. Parfois, il y a une fille qui est très pauvre, mais Akadosh Baruch Hu, il a décidé qu'elle devrait se marier avec un riche. Alors Hachem, il met une échelle, que toute la famille, elle s'enrichisse rapidement, comme ça, le shidour, il peut réussir. En d'autres termes, Hachem, il souhaite que l'homme il puisse se réaliser. Parce que entre nous, là, vous allez dire, mais il est méchant, Hachem, quoi. Il lui fait faire un accident de voiture pour qu'il puisse trouver, mais il n'est pas méchant, il est très gentil. Le pauvre malheureux, s'il n'était pas marié avec sa bat-zoug, ça aurait été très grave pour lui. Il faut même avoir un accident de voiture, être boiteux et se marier avec sa bat-zoug, avoir sa neshama, pouvoir vivre une bonne vie, avoir droit au lamaba, où il vaut mieux être riche et ne pas avoir de défaut et se marier avec une femme qui n'est pas la nôtre. Non, venez, on réfléchit sérieusement. C'est pour le bien. C'est pour le bien que ça s'est passé, cette chose-là. Donc, Akadosh Baruch Hu, il met des échelles pour que tout puisse bien se passer. Et c'est pour ça que quand on bénit un zivoug, un shidour, qu'est-ce qu'on dit? Sheye zivugam ole yafé. Vous connaissez cette phrase? On dit que le zivoug, il monte bien. Pourquoi on dit il monte bien? Il monte bien, que ce soit des échelles qui montent, pas des échelles qui descendent. Que ce soit toujours des échelles qui montent. Donc, elle veut se marier avec un garçon super talmid racham, et machin, il veut lui mettre une échelle pour qu'elle progresse beaucoup. Plutôt que l'inverse. Plutôt qu'elle régresse pour devoir se marier avec quelqu'un qui est pas bon. Vous comprenez? Donc voilà, ce que j'ai essayé aujourd'hui, en racontant pas mal d'histoires, contrairement à mon habitude, je raconte un petit peu moins d'histoires. Ce que j'ai essayé aujourd'hui de faire, c'est de rentrer dans notre état d'esprit une atmosphère générale qui doit régner quand on sort en shidour. L'atmosphère générale, la perspective dans laquelle on doit être, elle doit changer de ce qu'on avait peut-être dans notre tête. La perspective, c'est pas combien je vaux, je vais trouver quelqu'un du même degré, ça n'existe pas.
Toi, si tu dois te marier avec un milliardaire parce que c'est lui qu'Hachem a décidé, tu te marieras avec lui. Et si lui, il faut que ce soit pas milliardaire, sinon il refusera de marier avec toi, eh ben, il ne sera pas milliardaire. Hachem, il fera tout comme il faut. Toi, tu as une personne qui te convient. La seule chose qu'il faut que tu fasses, c'est que tu vois est-ce que c'est bien la bonne personne ou pas. Comment on va faire? Eh ben, Bezrat Hachem, on aura plusieurs autres cours, on va expliquer, on va donner des clés pratiques, pragmatiques pour retrouver. Aujourd'hui, ce n'était pas un cours pratique. Aujourd'hui, c'était un cours de Hashkafa dans lequel on doit rentrer dans cette idée-là. Moi, je dois décider d'accepter qu'Hachem il va m'envoyer la bonne personne, il sera avec moi pour m'aider, et moi je dois juste être là en train d'essayer de voir ce qui est la bonne personne. Ah, c'est une question. Il y a des gens qui naissent prédisposés à la richesse ou ça dépend? Il y a des gens qui quoi? Qui naissent prédisposés à la richesse ou ça dépend de notre observation? Ah, c'est un cours à part ça, est-ce qu'il y a Yesh Mazal, est-ce qu'il y a Yesh Mazal, En Mazal? C'est un cours à part. Mais disons que Kadosh Baruch Hu, il fait pour le bien. Il y a des personnes, c'est bien qu'elles soient riches. Il y a des personnes, c'est pas bien qu'elles soient riches. Il y a des personnes, ça pourrait être bien, mais comme elles ont passé de Sruyot, elles ne sont pas.